Cette vidéo est la deuxième partie de notre séquence chronométrée consacrée à la période révolutionnaire française. Ça consiste à consacrer exactement 40 secondes par an. Dans le premier épisode, on s'était arrêté en 1802, lorsque Napoléon devient consul à vie. On va maintenant pouvoir traiter la période du Premier Empire jusqu'en 1815. Outre une plus grande concentration des pouvoirs, une mesure phare de Napoléon Bonaparte est le rétablissement de l'esclavage, qui avait été aboli en 1794. Cela provoque aussitôt un soulèvement à Saint-Domingue mené par Toussaint Louverture. Les troupes françaises chargées de rétablir l'ordre sont décimées par la fièvre jaune. Elles doivent finalement quitter les lieux, ce qui acte l'indépendance de Haïti. Cet événement va convaincre Bonaparte d'abandonner ses rêves coloniaux pour se reconcentrer sur l'Europe, beaucoup plus rentable. Dans cette optique, il décide de vendre la Louisiane aux États-Unis en avril 1803. Il était temps de renflouer les caisses. Un mois plus tard, le Royaume-Uni déclare la guerre à la France pour contenir son expansion en Europe. Tandis que les Britanniques occupent les derniers comptoirs français en Inde et quelques colonies aux Antilles, Napoléon riposte sur le continent en occupant le Hanovre. Boosté par cette nouvelle guerre, il adopte le titre d'empereur des Français le 18 mai 1804 avec l'assentiment du Sénat. C'est la fin du consulat et le début de l'Empire. Il conforte cette rupture symbolique en se faisant sacrer par le pape Pie VII à Paris le 2 décembre, s'inscrivant ainsi dans l'héritage de l'Empire romain. C'est aussi l'année où il promulgue le Code civil qui s'inspire lui-même du droit romain et qui restera au fondement du droit français jusqu'à nos jours. Pendant ce temps-là, Napoléon parvient à rallier le royaume d'Espagne dans sa guerre contre le Royaume-Uni, ce qui lui permet enfin d'envisager un débarquement en Angleterre. Malgré leur supériorité numérique, ces flottes échouent pourtant face aux Britanniques près du cap Trafalgar, ce qui conforte la domination britannique sur les mers. En plus, les Britanniques parviennent à convaincre l'Autriche et la Russie de les rejoindre dans cette guerre. La Grande Armée s'avance alors en Allemagne et remporte une victoire contre les Autrichiens à la bataille d'Ulm qui lui ouvre la route de Vienne. L'affaire n'est pas pliée pour autant, car les troupes russes arrivent en renfort tandis que le royaume de Naples rejoint la coalition. Napoléon remporte une victoire écrasante à Austerlitz malgré son infériorité numérique, ce qui pousse aussitôt l'Autriche à signer l'armistice. L'Autriche perd une partie de la côte dalmate et ses possessions d'Italie, tandis que la Prusse récupère le Hanovre en récompense de sa neutralité. Napoléon arrime le royaume de Naples dans le giron français en plaçant son frère sur le trône. Enfin, il en profite pour dissoudre le Saint-Empire romain germanique, et à la place il crée la Confédération du Rhin qui regroupe 35 États allemands soumis à son autorité. Cette nouvelle menace effraie la Prusse qui rejoint le Royaume-Uni et la Russie en octobre 1806. La Grande Armée remporte des victoires contre les Prussiens à Iéna et Auerstadt qui lui permettent d'entrer dans Berlin. Puis Napoléon poursuit sa progression vers la Russie, menace de Poitiers à la bataille d'Eylau, mais remporte une victoire éclatante contre les Russes à la bataille de Friedland. Le traité de Tilsit marque l'expansion de la Confédération du Rhin et la renaissance de la Pologne sous tutelle française. Tout ça aux dépens de la Prusse qui se retrouve complètement démembrée. Après ça, Napoléon envoie ses troupes conquérir le Portugal, qui est le fidèle allié du Royaume-Uni. Elle n'y rencontre aucune résistance. Tout le gouvernement portugais s'exile au Brésil, d'où il poursuit la lutte aux côtés des Britanniques. Les soldats français s'attardent dans les villes d'Espagne, ce qui finit par provoquer un soulèvement contre le roi en mars 1808. Napoléon en profite aussitôt pour imposer son frère sur le trône espagnol. Cela entraîne une insurrection généralisée dans toute l'Espagne qui va considérablement miner les forces de l'Empire français dans les années à venir. En parallèle, les Britanniques aident les Portugais à chasser les troupes françaises de leur pays. En Italie par contre, c'est plus facile, vu qu'il n'y a jamais eu d'État unifié. La France complète tranquillement ses conquêtes en envahissant les États pontificaux. En 1809, toute la péninsule se retrouve ainsi dans le giron français, dont 14 départements directement annexés. Peu après, l'Autriche déclare à nouveau la guerre à la France, mais cette fois elle se retrouve plutôt isolée sur le continent. Napoléon finit par triompher à la bataille de Wagram. Il en profite pour agrandir le duché de Pologne et créer de nouveaux départements dans les provinces illyriennes.
il en profite surtout pour sceller une alliance avec l'Autriche, consolidée par son mariage avec l'archiduchesse Marie-Louise. Cette alliance complète les liens créés avec la Russie et isole davantage le Royaume-Uni. Si on accepte l'Espagne qui demeure un champ de bataille plus ou moins permanent, la France voit enfin le retour de la paix après 5 années de conflits incessants. L'Empire français vient d'atteindre l'apogée de sa puissance, et on peut croire alors qu'un nouvel équilibre s'est instauré en Europe, avec la France et la Russie qui se partagent l'intérieur du continent, et le Royaume-Uni qui contrôle les mers. Napoléon cherche d'ailleurs à renforcer le blocus contre les Anglais. Dans cette optique, il annexe la Hollande et certains États côtiers de la Confédération du Rhin, qu'il remplace par de nouveaux départements français. En 1811, la pérennité de l'Empire français semble encore renforcée par la naissance d'un héritier qui doit devenir Napoléon II. De grandes constructions sont en cours partout dans la capitale. Les 2 arcs de triomphe, la colonne Vendôme, l'église de la Madeleine, les palais de la Bourse et d'Orsay. Mais là encore, la paix ne va pas durer car la situation reste instable. C'est notamment le cas en Espagne, qui apparaît de plus en plus comme une épine dans le pied pour la France. Napoléon tente de procéder méthodiquement en grignotant le royaume au profit de nouveaux départements français. Mais il n'aura pas l'occasion de poursuivre dans cette stratégie. Comme la Russie contourne le blocus contre le Royaume-Uni et se montre de plus en plus menaçante, Napoléon décide de lancer une campagne contre ce pays en juin 1812. Son armée prélevée sur tout l'Empire, ses vassaux et ses alliés, fait plus de 600 000 hommes, un record dans l'histoire de l'Europe. Tandis que 2 corps d'armée échouent à progresser vers Saint-Pétersbourg, le gros de l'armée française remporte la bataille de la Moskova qui lui ouvre les portes de Moscou. Mais les Russes pratiquent la politique de la terre brûlée et faute de ravitaillement, Napoléon doit faire retraite. L'arrivée du froid de l'hiver et le harcèlement des cavaliers ennemis provoquent une hécatombe symbolisée par le franchissement de la Bérésina. Avec 200 000 morts et autant de prisonniers et de déserteurs, la grande armée est anéantie. Napoléon s'empresse de lever une nouvelle armée, mais la Prusse et l'Autriche profitent de ce désastre pour rallier le camp de la Russie. Dorénavant en supériorité numérique, les coalisés remportent une victoire décisive à Leipzig. Cette déroute renforce encore les insurrections en Espagne, et Napoléon doit reconnaître le retour d'un roi espagnol sur le trône, ce qui marque la fin de l'emprise française sur la péninsule. Tandis que les Espagnols franchissent les Pyrénées avec l'aide des Britanniques, le reste de la coalition franchit le Rhin en décembre 1813. Napoléon ne peut plus faire grand-chose contre une telle coalition. Les troupes ennemies entrent dans Paris le 31 mars 1814 et l'empereur doit abdiquer. Il est exilé sur l'île d'Elbe tandis que Louis XVIII, frère de Louis XVI, récupère le trône de France. Le pays retrouve pratiquement ses frontières qui étaient les siennes à l'avènement de la République. Sa tâche est immense car le pays est exsangue. Il tente de conserver certains acquis de la Révolution en instituant une charte constitutionnelle, mais le retour des Bourbons imposé de l'étranger est très mal accepté. Tout ça pour ça. En plus, les militaires habitués à tenir le haut du pavé se retrouvent désœuvrés par le retour de la paix. Tout ça favorise le retour de Napoléon au pouvoir en mars 1815. Abandonné par les militaires, Louis XVIII doit prendre la fuite. Aussitôt, toutes les puissances européennes lèvent une nouvelle coalition contre cet empereur qu'on croyait mis hors d'état de nuire. Napoléon tente d'attaquer dans l'urgence pour éviter que les forces ennemies n'aient le temps de se rassembler. Mais il subit une défaite décisive à Waterloo face aux Britanniques et aux Prussiens. Il est à nouveau contraint d'abdiquer le 22 juin 1815, cette fois de façon définitive, et il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Louis XVIII remonte tranquillement sur le trône, tandis que les grandes puissances achèvent de redessiner la nouvelle carte de l'Europe au Congrès de Vienne. C'est là que s'arrête notre décompte du temps. Les 27 années qui viennent de s'écouler auront été d'une incroyable densité dans l'histoire de France et dans celle de l'Europe. Cette période aura entraîné un carnage humain et économique colossal, sans pour autant réussir à imposer l'idéal des Lumières. Et pourtant, l'ancien monde a définitivement disparu. Emportés par la révolution industrielle, les peuples savent dorénavant qu'ils peuvent prendre leur destin en main.